Alors, bienvenue à cette vidéo qui porte sur la COP26 en lien avec la philanthropie. On a le bonheur aujourd'hui de pouvoir s'entretenir avec Catherine Viet, qui a de près eu une expérience avec ces conférences internationales. Alors, je vais m'interagir avec Catherine pour lui poser 3 questions. La première va toucher à une espèce de résumé synthèse sur les COP. Dans un deuxième temps, on va plus s'attarder au fonctionnement de ce mécanisme international. Et dans un troisième temps, on va travailler les enjeux qui se dégagent principalement autour de la prochaine COP, la COP 26, qui aura lieu très bientôt. Donc, dans un premier temps, Catherine, comment est-ce qu'on pourrait résumer pour des personnes qui sont vraiment à la base, là, qui connaissent peu, c'est quoi une COP? Et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous. Donc, c'est ça, hein, c'est une grosse machine, les conférences des partis là, qu'on voit un peu, on entend parler une fois par année, on ne sait pas trop à quoi ça constitue. Donc, pour faire un gros résumé, là, dans les années, bon, ça a commencé dans les années 60, 70, qu'on a eu comme un peu, si on veut, un réveil environnemental. Là. Bon, ça se parlait déjà dans d'autres pays, là, mais en Occident davantage. On a eu les sommets de la Terre, là, donc dans les années 70, 80, où est-ce qu'on a commencé à parler de cet enjeu-là qui est extrêmement important, qui sont les changements climatiques. Et c'est donc en 87 là, qu'il y a eu la sortie du rapport Brundtland, hein, qui était le rapport, le premier rapport là, qui disait justement qu'il y avait des sources anthropiques, donc que les changements climatiques étaient causés par les humains. Et donc, on pouvait avoir une influence là, sur les changements climatiques. Et c'est là aussi qu'on a abordé, là, qu'on a amené le concept de développement durable à ces années-là. Et également le moment qu'on a créé le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Et donc, dans ce contexte-là, en 92, il y a eu une des premières vraies conférences, là, si on veut. Il y a eu d'autres conférences avant, mais la véritable conférence à Rio en 92, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de pays qui se sont rencontrés pour justement parler de l'enjeu des changements climatiques. Et on a adopté ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, donc la CCNUCC. Et c'est ce qui a mis la base, en fait, pour un régime international, si on veut, de coopération en matière climatique. C'est ce qui a mis les bases pour dire, bien, cette convention-là, au niveau juridique, l'endroit international va poser les bases et ensuite, on va se rencontrer à partir de 95 à chaque année pour discuter de comment qu'on va mettre en œuvre cette convention-là. Convention qui disait des gros principes, là, bon, il faut coopérer ensemble, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut faire des évaluations à chaque année. Donc, en 95, on a eu la première conférence. Bon, il y en a eu à chaque année, donc je ne vais pas toutes les passer. Mais bon, la première qui était la plus importante, là, que plusieurs connaissent, c'est en 97 où est-ce qu'on a adopté le protocole de Kyoto, qui était le premier gros protocole justement en matière environnementale, qu'on va dire que c'est un protocole qui était contraignant en quelque sorte, mais qui impliquait surtout les pays qu'on va dire développés à réduire leurs émissions. Et on a développé plusieurs mécanismes, là, par exemple le mécanisme de développement propre qui disait, bon, si vous investissez dans des pays considérés en voie de développement, j'aime pas beaucoup ces termes, mais c'est les termes utilisés dans les conférences, eh bien, si vous aidez ces pays-là, bien, vous pouvez, par exemple, vous avez des crédits d'émission, donc vous pouvez plus émettre de gaz à effet de serre. Donc, on a tout un mécanisme qui a été développé, mais surtout autour des pays développés et de leurs émissions. Et il y a aussi un concept qui est extrêmement important qui a émergé en 1997, qui est le concept de responsabilité commune mais différenciée, donc de dire que sur la planète, on a toute une responsabilité pour réduire les émissions de GES, mais ce n'est pas tous les pays qui ont la même gaz. Donc ça, c'est en 97. Et ensuite, il y a tout le temps plusieurs années là, pour mettre en œuvre un protocole comme ça. Donc en 2005, c'est là qu'il a été ratifié officiellement. On exigeait en fait que 55 des émissions globales, donc les pays qui représentent 55 des émissions, ait ratifié le protocole de Kyoto pour qu'il puisse rentrer en vigueur en 2005. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et ensuite, en 2005, il y a eu la COP à Montréal, donc, qui était au Québec. Et après 2005, bien là, c'était d'autres conférences pour dire, bien, qu'est-ce qu'on fait après Kyoto?
Et donc, ça, c'était toutes des négociations qu'il y a eu là, jusqu'à la fin de Kyoto, qui était en 2012. Et bon, dans ces années-là, hein, les résultats sont assez mitigés. Là. Il y a des pays là, comme les gros pollueurs n'ont pas réduit de façon importante là, leurs émissions. Et aussi, on a vu l'émergence de la Chine, par exemple, de l'Inde, qui ont commencé à polluer, puis qui étaient comme dans les pays euh, qui n'étaient pas responsables sous le protocole de Kyoto, mais là, qui commençaient à émettre vraiment beaucoup de GES. Donc, il y a eu tous ces enjeux-là qui ont été discutés dans les années 2000 à 2010. Et c'est à partir de 2009, il y a eu la COP à Copenhague qui a été un échec. On s'attendait à des grosses négociations. Finalement, ça n'a pas fonctionné. En 2010, 2011, 2012, là, on a commencé à avoir un peu un regain. Je dirais que ce qui est important dans ces COP-là, c'est surtout, on a commencé à considérer le rôle d'autres acteurs que l'État-nation. Donc, de dire, c'est quoi le rôle des villes, c'est quoi le rôle des États fédérés, c'est quoi, on a parlé des enjeux de femmes aussi, on a commencé à mettre au devant les enjeux autochtones beaucoup. Donc, et c'est ce qui a mis en fait en place là, les négociations pour l'arrivée à la COP de 2015, la COP 21, qui a mené à l'accord de Paris. Donc, on voit que c'est ça, c'est un gros régime là, qui s'est déployé en plusieurs années, mais c'est quand même, c'est des grosses périodes de temps où est-ce qu'on adopte un accord puis que les années entre ça permettent de dire, comment on peut mettre en œuvre tout ça. Mais on voit quand même des changements justement sur les acteurs et actrices qui sont considérés plus importants. Et bon, en 2014, là, avant la COP de 2015, c'est là qu'on on a développé en fait un nouveau mécanisme qui était différent du protocole de Kyoto et qui est un peu plus, si on veut dire, bottom-up, où est-ce qu'on va dire, au lieu de mettre des grandes cibles de réduction d'émissions, on va avoir un objectif global de réduire les émissions, le réchauffement climatique en bas de 2 degrés Celsius, mais on va surtout demander à chaque État de dire comment ils peuvent contribuer au niveau national. Donc, chacun va développer son plan et on va mettre tout ça ensemble et ça va être ça notre coopération, notre base de coopération. Concrètement, comment est-ce qu'une COP fonctionne? On voit que c'est quand même un regroupement d'un nombre très, très important d'États. Il y a un laps de temps qui, entre chacune des grands événements, entre chacun des grands événements. Comme tu l'indiques, il y a des nouveaux acteurs qui se sont ajoutés, entre autres des acteurs de la société civile, mais aussi des acteurs publics comme les municipalités. Ça fait beaucoup de monde. Alors, est-ce que c'est gérable d'avoir toutes ces parties prenantes qui sont autour d'une table pour générer, si on veut, de nouveaux accords, de nouvelles ententes? C'est une bonne question. Est-ce que c'est gérable? Je ne sais pas, mais ça fonctionne quand même d'une certaine façon. Pour faire il y a plusieurs. C'est un gros fonctionnement quand même, les conférences des partis. En gros, là, il y a ce qu'on va dire, donc les partis, donc les conférences des partis à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. C'est pour ça que ça s'appelle les COP, donc la Conference of Parties. Et les partis, donc, ce sont les États. Les États qui sont partis à la Convention cadre. Donc, les États vont avoir une accréditation. Eux vont être vraiment les principaux dans les négociations. Ils vont avoir accès au groupe de négociation là, qui traite vraiment des accords, des protocoles, de comment on met en œuvre tout ça. L'aspect plus politique, là, je dirais. Et on a de l'autre côté aussi les observatrices qui sont en fait donc toutes les organisations non gouvernementales, organisations gouvernementales, toute la société civile, donc des chercheurs. Donc moi, par exemple, j'étais partie à la délégation de l'Université de Sherbrooke à la COP 21, donc j'avais un statut d'observatrice. Donc, je n'avais pas accès à toutes les négociations. Hein. Donc, c'est vraiment plusieurs des groupes de travail selon toutes les annexes, les différentes structures là, de l'accord de Paris, par exemple, ou du protocole de Kyoto, il va y avoir des workshops qui vont être développés et tout ça. Donc, il y a vraiment cette structure-là, là, ça, c'est pour le niveau des négociations. Donc, les observateurs, les parties et aussi les médias, hein, donc l'accréditation médiatique, donc les médias de partout à travers le monde. Mais comment ça fonctionne à l'interne? Donc, il y a ces négociations-là qui sont comme les négociations plus formelles, mais autour de ça, c'est surtout un énorme rassemblement de la société civile où est-ce que, par exemple, des chercheurs, des scientifiques vont avoir des kiosques pour présenter leurs recherches. Il va y avoir des conférences. Donc là, bon, c'est sûr qu'à Paris, c'était une énorme conférence. Donc, il y avait environ une centaine, 150 conférences par jour qui étaient données par des groupes des Nations autochtones qui faisaient, par exemple, des conférences
se partageaient leur expérience, des groupes de chercheurs, des entreprises aussi là, qui parlaient d'énergie renouvelable. Donc, on a vraiment toute cette dynamique-là d'échange de connaissances, de partage d'expériences. Mais au niveau des négociations, c'est vraiment plus qu'on se rapproche, si on veut, des négociations plus politiques puis concrètes. Mais là, c'est les personnes qui sont accréditées au nom du parti. Au nom des partis, donc au nom des États. Et c'est les États qui décident combien de personnes y amènent dans sa délégation. Donc, par exemple, je sais que sous Trudeau, quand il est arrivé au pouvoir en 2015, bien, il avait décidé justement d'accréditer certaines personnes là, de la société civile au nom des parties, donc il y avait accès à certaines négociations. Bon, ce qui avait été particulier justement à la COP en 2015, c'était justement à chaque matin, là, il y avait une rencontre là, de la ministre, c'était Catherine McKenna qui était ministre à ce moment-là. Bien, il y avait des rencontres là, avec Louise Métivier qui était la négociatrice en chef. Et donc, elle représentait l'État canadien, mais faisait des rencontres à chaque matin pour faire un état un peu des négociations avec la société civile. Et c'est là qu'il y avait un échange un peu, donc voir la société civile qui essaie de faire des pressions pour influencer les négociations et tout ça. Donc, c'est comme une grosse machine où est-ce qu'il y a des groupes de travail, des groupes de négociation, des conférences, des kiosques. Et aussi des militants, là, militantes là, très présents qui essaient d'influencer. Mais lorsqu'on met tous ces gens ensemble, il y a certainement des rapports de pouvoir avec des organisations, des États qui ont beaucoup plus de pouvoir. Alors, comment on gère cela? Oui, c'est vraiment une bonne question. En fait, il y a ce qu'on appelle là, depuis qui s'est développé dans les dernières années, en fait, depuis le début des COP quand même, ce sont des groupes de négociation. Donc, quand des groupes d'États africains, par exemple, qui vont s'associer ensemble pour faire plus de poids, des groupes rassemblant des petites îles, des États insulaires là, qui risquent de disparaître en 2050 là, avec la montée des eaux. Donc, c'est des groupes qui vont s'associer ensemble, des communautés de nations autochtones de partout à travers le monde qui ne réussissent pas à avoir une voix au niveau dans les parties, donc ils ne réussissent pas à avoir une voix au sein des gouvernements, donc ils vont s'associer ensemble pour justement négocier, faire un poids de leur côté. Donc là, on peut continuer vraiment longtemps. Là. Il y a tous les États qui vont, tu sais, les groupes qui vont s'associer ensemble. Je dirais que c'est là qu'il peut y avoir comme un peu un, c'est ça, réajuster, là, balancer le pouvoir. Mais effectivement, hein, après ça, on a aussi les pays umbrella, on a les pays du G7 qui, eux autres aussi, s'associent là, pour faire davantage de poids. Donc, oui, la dynamique de pouvoir est vraiment présente. Ouais. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'historique, on a compris comment ça fonctionnait, ce serait quoi les enjeux centraux qui se dessinent pour la COP26, donc la prochaine rencontre qui va avoir lieu bientôt? Oui, en fait, donc c'est ça. Quand on a, comme je l'ai mentionné brièvement, la COP 21 en 2015 était axée sur ce qu'on appelle les INDC, donc les contributions nationales, contributions déterminées au niveau national. Donc, c'est chaque État qui a développé un plan national pour dire, ben nous, c'est de cette façon-là qu'on va contribuer, considérant notre mix énergétique, considérant nos enjeux de développement, voici ce qu'on va faire. Et un des engagements de la COP, de l'accord de Paris, c'est qu'à chaque 5 ans, donc 2020, 2025 jusqu'à 2030, donc pour 3 périodes, en fait, qu'il y ait comme un ajustement de ces engagements-là à la hausse. Donc, c'est pour ça que la COP de 2021, mais en fait, la COP 26 était super importante parce que c'était là qu'on disait, ben OK, comment on a réussi à mettre en œuvre dans les dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, on voit que c'est assez négatif, là, surtout avec les États-Unis qui se sont retirés, je crois que c'est en 2017-2018, avec Donald Trump, se sont retirés de l'accord. Donc, et donc, la prochaine COP qui s'en vient, là, finalement, en 2021, bien, c'est vraiment de dire, OK, c'est quoi l'état de la situation? Est-ce qu'on a des États qui ont augmenté leur contribution? Puis là, bon, c'est assez... on attend encore là, beaucoup que les États ressortent, en fait, leur nouvelle contribution. Je dirais que donc, c'est ça comme l'enjeu principal, là, c'est au niveau formel, mais je dirais que peut-être l'enjeu qui ressort selon moi, puis je l'ai mentionné un peu brièvement, c'est ce rôle-là qui est vraiment pas surdimensionné, mais ben, oui, quand même de l'État-nation, de dire ben, c'est les États qui sont les principaux négociateurs dans les COP, alors que de plus en plus, on le voit, là, comment que comme des entreprises, mais aussi les organisations gouvernementales, comment ça bouillonne. Là. Donc, on fait de la pression de plus en plus, puis c'est là qu'il y a des actions concrètes. Donc, c'est de dire ben, comment qu'on pourrait peut-être
réduire ce rôle-là juste de l'État, puis de dire ben, comment on peut collaborer davantage avec d'autres organisations, avec la société civile pour justement développer d'autres solutions, mais sans vouloir dire une déresponsabilisation de l'État-nation aussi, hein, qui est très centrale, qui est responsable, que c'est l'État qui doit agir aussi. Donc, on est vraiment dans ça, là, pour la COP26. Bon, il y a vraiment plusieurs enjeux là, que je pourrais mentionner. C'est ça, c'est de voir quels sont les objectifs qu'on va rajouter. Aussi, il y a l'Alliance pour l'ambition climatique qui a été adoptée au dernier sommet sur l'environnement, je crois que c'est en 2009 à New York, là, où est-ce que justement, il y a plusieurs États qui ont dit, ben nous, on veut s'engager davantage. Des États, entreprises, organisations, de la société civile, donc plusieurs types d'acteurs, actrices qui ont dit, ben nous, on fait une alliance à côté pour dire qu'on veut aller encore plus loin que le 2 degrés Celsius là, qui est mis dans l'accord de Paris. Donc, pour aller vers la carboneutralité, par exemple, jusqu'à 2050. Donc, ça, c'est peut-être les enjeux plus formels. Et voilà. Donc, tu as indiqué que tu avais participé à la COP 21, si je ne me trompe pas, à Paris. Quelle expérience, quels apprentissages tu dégages de cette participation? Qu'est-ce que tu en retires? Quelles sont tes observations centrales? C'est une bonne question. Moi, quand j'enseigne aussi par rapport à la COP, j'aime bien. C'est comme s'il y avait deux côtés, hein. Il y a les côtés des COP que justement, comme je l'ai dit un peu au début, on voit ça comme étant c'est une grosse machine qu'on se sent déconnecté, puis on se dit ben ça marche pas, les gros accords internationaux, les protocoles, qu'est-ce que ça fait concrètement? Mais quand on assiste à une COP, je dirais que c'est là qu'on voit toute l'énergie qui se dégage de tous les groupes qui sont, et même des États aussi, de certains États hein, qui voient l'urgence climatique arriver depuis plusieurs années. Quand je parlais des îles, par exemple, ça c'est terrible, hein, puis ça c'est un enjeu qui est extrêmement central dans les négociations. On fait quoi des îles qui risquent de disparaître? On parle de populations qui vivent sur des États qui sont considérés, qui sont une nation, ils ont un lien ensemble, mais là, ils risquent de perdre leur terre. Mais là, tout ça, ça se sent, je dirais que c'est comme ça devient émotionnel et on sent l'énergie là, et beaucoup plus l'urgence aussi, mais l'énergie pour développer des solutions, pour échanger, on voit comme toutes les innovations qui se font, mais aussi les échanges entre des groupes qui vont prendre en considération justement l'impact sur les communautés, nations autochtones, vont lier ça avec des développements technologiques, vont regarder les enjeux féministes, donc comment que les femmes sont les plus atteintes, mais peuvent aussi participer à développer des solutions à l'échelle locale. Donc, moi, je dirais que c'est ça qui est vraiment central là, au niveau des COP, là, toute cette énergie-là puis qui bouillonne là, au niveau de la société civile. Et bon, c'est sûr, là, les activistes là, qui essaient qui sont présents là, puis qui montrent en fait, qui essaient de presser les gouvernements. Là. Il y a une urgence, là, vraiment. Je sais pas, c'est une grosse Parfait. C'est une grosse question, c'est des gros enjeux. Je pense que tu nous as permis de mieux comprendre, de mieux situer ce grand rassemblement qui va avoir lieu très prochainement et aussi de comprendre l'importance de différents modes de mobilisation autour de la question des enjeux climatiques. Alors, Catherine, bien, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Hier, on a fait un enregistrement là, vraiment centralisé sur la COP 26. C'est plus je ne connais rien, là, l'ABCD de base pour la COP et aussi de placer un peu la COP 26. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est vraiment de se centrer sur philanthropie et changement climatique. Donc, la philanthropie, on pourrait dire environnementale ou du changement climatique. Et là, de voir avoir un petit portrait très simple là autour de cette philanthropie, puis deux, de faire le lien avec la COP. Donc effectivement, oui, ce pourcentage, il est régulièrement en fait évoqué par les principaux acteurs de la philanthropie climatique, dont fait partie Sonia Medina et sa fondation CIF, qui est très active, on va dire, sur les questions climatiques. Alors après, est-ce que c'est un reflet de la réalité? Alors tout d'abord, c'est très très difficile en général, on va dire, d'évaluer de manière précise les montants qui sont alloués à différentes causes et dans le cas du climat également. Donc, en fait,
je dirais que ce chiffre des 2%, je pense qu'il est au-delà du chiffre lui-même, effectivement, l'idée, c'est quand même d'insister sur le fait que une petite minorité de fondations sont activement engagées sur la question du climat. Et ça, je pense que c'est un constat qui est assez valable. Par contre, le chiffre lui-même, j'aurais tendance à dire que tout dépend aussi comment on évalue comment on évalue un financement de fondations sur les questions climatiques. Si on a une définition, on va dire, plus large, si on s'intéresse à, par exemple, des financements sur des questions de santé ou même des financements sur des questions, certaines questions sociales, on pourrait aussi dire qu'indirectement, elles contribuent aussi à atténuer les effets ou à lutter contre le changement climatique. Donc, encore une fois, je dirais que ces 2%, c'est plus un chiffre qui est utilisé pour essayer de mobiliser encore plus la communauté philanthropique plutôt qu'un reflet d'une réalité. C'est encore une fois parce que pour moi, ça me semble quand même très difficile d'évaluer de manière précise la quantité d'argent qui est dédiée à la cause climatique dans le milieu philanthropique. Parfait. Donc, là, ça nous permet de nuancer un petit peu ce propos et de voir que, bon, 2%, c'est pas énorme. C'est certainement plus si on compte toutes les actions indirectes qui peuvent être faites, mais somme toute, ça demeure quand même léger. Est-ce que tu aurais des exemples de fondations qui réellement là concentrent leurs actions, leurs interventions, leurs programmes sur la question des changements climatiques? Alors, il y en a quelques-unes. Alors, tout d'abord, ce qui est important à noter, c'est que finalement, les principaux acteurs philanthropiques autour du climat, ce sont des acteurs qui sont tous alignés, on va dire. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tous assez proches les uns des autres. Alors, justement, l'exemple de Sonia Medina et de Children's Investment Fund Foundation, on va dire CIF, donc la fondation CIF qui est basée au Royaume-Uni, fait partie, on va dire, de ces principaux acteurs de la philanthropie climatique. C'est une fondation qui ne travaille pas que sur la question climatique, mais qui, depuis 2007 environ, on va dire, une part de plus en plus importante de ses activités sont consacrées à l'enjeu climatique. À la base, c'est une fondation qui se focalisait sur la question des enfants et du bien-être des enfants dans le monde. Donc, qui se focalisait notamment sur les pays du Sud. Et en fait, ils ont fait une sorte de jonction en montrant finalement que l'enjeu climatique, c'est aussi un enjeu générationnel ou c'est un enjeu qui va aussi affecter la génération future. Donc, CIF fait partie de ces acteurs-là. Aux États-Unis, il y a des fondations comme la fondation Hewlett ou la fondation Packard, donc, qui sont basées dans la région de San Francisco, qui sont aussi des acteurs historiques dans l'espace de la philanthropie environnementale, mais aussi plus spécifiquement la philanthropie climatique. On a aussi d'autres exemples comme des fondations, on va dire, dites régionales, comme la Fondation européenne pour le climat, qui est aussi un acteur très important à la fois à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, la Fondation européenne pour le climat, qui est actuellement dirigée par Laurence Tubiana, qui est l'ancienne négociatrice de l'accord de Paris pour la France, occupe une place très importante aussi au niveau international dans la diplomatie, autour des questions de diplomatie climatique. Mais encore une fois, ce qui est vraiment intéressant et important à souligner, c'est que toutes les fondations que j'ai mentionnées sont liées les unes aux autres. Elles sont liées les unes aux autres parce qu'elles travaillent collectivement ensemble, mais elles sont aussi liées les unes aux autres parce qu'elles se financent entre elles. Donc, par exemple, la fondation Hewlett et la fondation Packard financent la Fondation européenne pour le climat. Et la fondation CIF aussi finance la Fondation européenne pour le climat. Si on regarde les conseils d'administration, c'est la même chose. On va retrouver des représentants de différentes fondations que j'ai mentionnées qui siègent sur les conseils d'administration des autres fondations. Donc, c'est vraiment un réseau, un réseau assez restreint, en fait, d'acteurs, de grosses fondations qui travaillent sur les questions climatiques. Et pour revenir aux 2%, finalement, c'est vraiment... cette histoire des 2%, c'est aussi en quelque sorte une production de ce réseau d'acteurs philanthropiques établis. C'est-à-dire que ce sont eux qui poussent beaucoup sur ces questions des 2%. Et leur objectif, c'est à la fois, c'est non seulement d'augmenter la quantité d'argent qui est consacrée à la question climatique, mais surtout de faire en sorte que d'autres fondations qui ne font pas partie de ce réseau s'alignent sur la stratégie
la stratégie déployée par le réseau dont je vous ai parlé à l'instant. Maintenant, si on regarde du côté des grands acteurs, on a depuis 1992 les États qui se sont mobilisés autour des Nations Unies pour générer les conférences des parties, donc les COP. Ces conférences-là permettent de réunir à la fois des États, mais aussi des organisations de la société civile, des municipalités, et ça permet de définir des agendas de travail, des mesures et de se donner des objectifs de réduction des impacts climatiques. Alors, depuis 92, est-ce que la philanthropie climatique est intéressée, mobilisée, concernée par les COP? Alors oui, alors je dirais même avant, en fait, si on reprend l'histoire, en quelque sorte, de la philanthropie climatique, on retrouve déjà, alors à la fin des années 70, au début des années 80, certaines grosses fondations, notamment nord-américaines, je pense notamment à la fondation Rockefeller ou la fondation, la Rockefeller Brothers Fund aussi, et également, dans une moindre mesure, la fondation Ford, qui travaillaient et qui s'intéressaient déjà à la question du climat. Elles se sont intéressées notamment à la question du climat, notamment par rapport à la question de la sécurité alimentaire, qui était un enjeu très important pour elles. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on parle de la révolution verte en Inde, notamment, donc le développement de l'agriculture en Inde pour lutter notamment contre les famines, etc., eh bien, c'est la fondation Rockefeller notamment qui a porté ce projet-là. Et en fait, à partir de la fin des années 70 et 80, notamment dans un contexte aussi où on a fait face à des grosses crises alimentaires liées notamment au climat. Donc, il y a eu des sécheresses très importantes, notamment dans les pays du Sahel, par exemple, mais également dans le sous-continent indien. Ça a amené certaines fondations à s'intéresser aux liens entre ces sécheresses et la science du climat qui commençait à se développer à ce moment-là. Donc, dans les années 70 et 80, une grande partie de l'argent consacré à l'enjeu climatique, c'était notamment à la science du climat. Donc, s'intéresser à la science du climat à travers le financement à des universités, à des chercheurs, à des laboratoires de recherche pour qu'ils travaillent sur ces questions climatiques. À partir des années 80, quand on commençait notamment à s'intéresser à parler de gouvernance environnementale internationale, qu'on en a commencé à avoir les premières réunions de scientifiques à l'échelle internationale qui donnera ensuite naissance à l'IPCC, donc alors je ne me rappelle jamais de l'équivalent en français, mais à l'instance scientifique internationale sur les questions climatiques, eh bien, les fondations ont aussi financé toutes les réunions préparatoires qui, en grande partie, ont donné naissance à une sorte de science globale du climat. Première étape, ensuite, vers la création de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 92 dans le contexte de la conférence de Rio. Donc, c'est vraiment important de souligner le rôle qu'ont joué les fondations. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce n'est pas les mêmes fondations qu'aujourd'hui. On va dire c'était les fondations historiques, on va dire, comme Rockefeller, Ford ou la Rockefeller Brothers Fund, qui ont joué un rôle central dans la construction d'une gouvernance internationale de l'enjeu climatique. Et au cours des années 90, ces mêmes fondations ont aussi financé les premiers réseaux d'acteurs non étatiques qui ont commencé à graviter autour de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat et donc autour des COP. Donc, je pense notamment au Climate Action Network, donc au réseau Action Climat. Eh bien, c'est notamment des fondations qui ont permis, en quelque sorte, à ces réseaux de se construire. Elles ont aussi joué un rôle de facilitation de la participation d'acteurs des pays du Sud. Donc, en fait, elles ont vraiment contribué à la construction du système de gouvernance climatique internationale des années 90. Ce que l'on voit ensuite, à partir des années 2000, c'est une sorte d'évolution, c'est-à-dire que ces acteurs historiques ont laissé en quelque sorte leur place à des nouveaux acteurs philanthropiques qui ont notamment émergé en amont de la conférence de Copenhague en 2009. Et ces nouveaux acteurs philanthropiques, ce sont les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la fondation Packard, la fondation Hewlett. Donc des acteurs qui aussi sont des acteurs qui ont une histoire qui est très différente. Ce sont des fondations de la côte ouest des États-Unis, ce sont des fondations qui ont un lien historique, notamment avec la Silicon Valley, avec, on va dire, toutes les entreprises de nouvelles technologies de la côte ouest.
Et donc, ces nouveaux acteurs vont aussi commencer à s'intéresser à l'enjeu climatique et du coup, de par leur histoire particulière, amener aussi une certaine vision de comment on doit résoudre l'enjeu climatique. Donc, une vision qui est beaucoup plus centrée sur l'innovation, beaucoup plus centrée sur une approche plus entrepreneuriale, en quelque sorte, de la philanthropie, beaucoup plus centrée aussi sur des nouvelles technologies, que l'approche qui était portée jusque-là par Rockefeller, Ford et toutes ces fondations plus anciennes, plus établies de la côte Est américaine. Maintenant, est-ce que on voit bien qu'il y a une histoire, qu'il y a une trajectoire, qu'il y a des acteurs qui étaient mobilisés, mais c'est quand même pas l'ensemble des fondations. Alors, est-ce que c'est important pour on pourrait dire pour un peu toutes les fondations philanthropiques de s'intéresser ou de porter attention au COP? Est-ce qu'il y a quelque chose là un lien qui doit être tissé, qui est à développer? Alors effectivement, les COP sont, en fait, ce sont des moments importants, on va dire, dans le calendrier international climatique. Elles sont importantes elles sont importantes pour deux raisons. Une première, c'est parce que ce sont les lieux, les cadres dans lesquels se négocient les accords climatiques internationaux. Donc de ce point de vue-là, ce sont des moments importants parce que ce sont des moments où se discutent et se négocient des textes qui peuvent avoir aussi des conséquences importantes en fait sur les politiques environnementales, les politiques énergétiques nationales et régionales. Et en même temps, ce sont aussi des moments importants parce que ce sont aussi des moments qui captent l'attention du grand public. Et on va dire que j'aurais tendance à dire d'ailleurs que les COP, elles jouent de plus, cette deuxième dimension est de plus en plus importante. La dimension performative des COP est de plus en plus importante. C'est-à-dire que de plus en plus, les COP, elles servent à générer en fait générer de l'attention sur l'enjeu climatique. Et donc, les COP, ce sont des moments aussi autour desquels s'agrègent toute une série d'événements, de conférences, de rapports qui sont publiés. Ou des campagnes de communication aussi qui vont être menées. Les organisations de la société civile vont organiser des manifestations. Donc, encore une fois, il s'agit vraiment de se servir de ce moment pour créer, en fait, générer de l'attention autour de l'enjeu climatique. Et à travers cela, on espère en quelque sorte que les gens vont se mobiliser pour agir, en fait, concrètement sur cet enjeu. J'aimerais ça relancer même une question à Édouard par rapport à ça. Est-ce que les organisations philanthropiques sont présentes au COP? Est-ce qu'il y en a qui y vont? Parce que je pense que ça permettrait de rebondir là, sur la question de Jean-Marc. Oui, alors effectivement, les fondations participent au COP. Elles s'organisent en fait à travers des réseaux philanthropiques. Donc notamment en Amérique du Nord, il y a différents réseaux philanthropiques donc qui rassemblent des fondations autour des enjeux, par exemple du climat et de l'énergie. Je crois qu'il y a un réseau qui s'appelle le Climate and Energy Funders Network, qui par exemple organise une délégation qui va à la COP. Après, il y a des fondations, alors les grosses fondations dont je vous ai parlé, comme la fondation Hewlett-Packard, ils ont en fait le statut d'observateur auprès de la Convention climat. Donc, de fait, ils ont des accréditations qui leur permettent de participer au COP. Alors, leur participation, elle prend différentes formes. Certaines fondations vont au COP tout simplement pour essayer de sentir un peu l'ambiance, pour essayer d'avoir une idée un peu plus précise de où on en est, où on se situe au niveau des négociations autour de la question climatique. Mais d'autres aussi participent vraiment pour essayer de pousser ou d'influencer aussi la direction qui est prise. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la Fondation européenne pour le climat. En fait, effectivement, la Fondation européenne pour le climat, elle joue un rôle, on va dire, actif lors des COP. Elle a d'ailleurs accès aussi aux différentes délégations nationales. Elle cherche à mettre en relation différents acteurs parce qu'elle est aussi porteuse d'une certaine vision de ce qui devrait être fait aussi dans le cadre de la COP. Donc, on voit bien qu'il y a toujours une présence philanthropique. Elle n'est pas immense. Elle est parfois aussi, mais en fait, elle prend aussi des formes différentes. Elle peut être assez passive, on va dire, tout simplement pour aller sur place et voir ce qui se passe. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres fondations, d'autres pays qui se retrouvent en fait à la COP.
mais aussi certaines fondations sont là réellement pour essayer d'agir en fait sur les négociations, d'agir sur le moment, de faire en sorte aussi que la COP soit une réussite, entre guillemets. Mais donc ça, c'est aussi assez intéressant à observer. Bien, merci beaucoup parce que justement, je pense que c'est là le point clé peut-être du rôle que pourraient jouer les fondations. C'est de dire, ben oui, elles vont là parce que bon, on rend visible l'enjeu environnemental, mais comment qu'elles pourraient travailler en amont avec les organisations locales? Parce que les organisations locales sont vraiment centrales dans justement la lutte au changement climatique, des organisations là, qui travaillent vraiment avec des communautés qui sont confrontées aux impacts des changements climatiques. Et donc, de dire ben, comment qu'en amont, les fondations pourraient peut-être voir, consulter ce travail-là qui est fait par des organisations de la société civile ou même par des chercheurs, hein, ça peut être dans le milieu académique, de vraiment un travail en amont pour que justement, quand ils tentent d'aller influencer dans les COP précisément, qui essaient d'aller influencer le travail qui est fait dans les négociations, bien, de dire, bien, on ne part pas non plus de... Il y a comme vraiment tout un travail complexe là, qui est fait avant. Donc, j'ai regardé un peu justement il y a comme une déconnexion, hein? Donc les fondations sont là, elles tentent d'influencer, mais est-ce qu'il y a un travail de préparation qui est fait avant de dire, bon, on fait des groupes de travail, pendant, bien, on travaille tout le temps en collaboration, quelles conférences qu'on va assister, est-ce qu'on a des organisations qu'on cible? Tu as parlé du réseau Action Climat, hein, qui est vraiment central là, pour regrouper les organisations internationales, mais de dire, est-ce qu'il y a un lien constant avec ces organisations-là locales ou des groupes, des réseaux qui travaillent constamment sur cette question-là, parce que c'est là le point clé où est-ce que les fondations pourraient même trouver où aller investir le plus, dans quel groupe investir. Et là, bon, on parle beaucoup des questions de justice climatique, les groupes qui travaillent avec les communautés locales qui sont les plus vulnérables, avec les femmes. Et là, il y aurait peut-être une façon d'émerger peut-être tous les besoins, les initiatives, puis de dire bien, comment on peut favoriser ce travail-là en amont pour que les COP soient encore plus bénéfiques là, pour les fondations puis pour les organisations aussi. Là. Donc, c'est peut-être une piste de réflexion. Excellent. Mais j'aurais peut-être une dernière question qui est liée, en fin de compte, à tout l'enjeu des changements climatiques. C'est un enjeu qui est lourd, qui est complexe, exactement comme celui sur les inégalités sociales. Et souvent, on dit que ça prend une théorie du changement, donc pour pouvoir faire en sorte que l'on ne fasse pas des actions qui sont spécifiques ou limitées dans l'impact qu'elles peuvent avoir. Au niveau des changements climatiques, comme sur les inégalités, ça prend des changements majeurs, ça prend des changements globaux, ça prend donc des actions autour des systèmes qui sont en place. Alors, on peut se poser la question, quel rôle peut jouer la philanthropie subventionnaire, dont la philanthropie climatique, pour initier, pour paver la voie, pour soutenir des initiatives de transition qui peuvent permettre la venue de changements systémiques majeurs et qui pourraient possiblement aller dans la direction d'une transition sociale et écologique. Alors donc, est-ce qu'il y a un rôle à jouer à ce niveau et quel peut être ce rôle et cette fonction sociale qui peut être prise par des fondations subventionnaires? Absolument, je pense qu'effectivement, les fondations ont un rôle. Alors, alors, je dirais que certaines essayent déjà de jouer ce rôle, en fait. Hein. Elles sont certes pas majoritaires, elles sont, on va dire, en termes de dotation, elles sont aussi beaucoup plus petites que les fondations dont j'ai parlé précédemment. Mais absolument, en fait, elles jouent un rôle encore aujourd'hui central dans le soutien de mouvements qui sont porteurs aussi de cette de demande pour plus de justice climatique, qui sont porteurs aussi d'une volonté d'une transition juste, donc qui intègre en fait différentes dimensions de justice sociale, raciale, etc. Quoi. Donc, oui, elles ont un rôle à jouer. Alors après, le gros problème, en fait, c'est que on va dire les principaux acteurs de l'espace philanthropique sur les questions climatiques, pendant longtemps, elles ont totalement ignoré en fait ces enjeux-là. Les enjeux de la justice climatique, c'était totalement secondaire. Voilà, c'était totalement absent. On a commencé à voir une sorte de prise en compte de ces questions à partir de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Ça a eu un effet un peu déclencheur parce que je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience sur le fait que les questions, notamment les questions sociales, et je pense notamment aux États-Unis, aux régions
aux régions minières notamment, en fait, qui ont massivement soutenu, voté pour Donald Trump. Et d'ailleurs, un de ses slogans de campagne, c'était vraiment Trump digs coal, quoi. Donc, c'était vraiment cette idée que Trump était le défenseur du charbon. Et donc, ça a généré une certaine prise de conscience et du coup, une sorte de prise d'intérêt, notamment sur la dimension sociale de la transition. Ce que l'on a vu aussi plus récemment, notamment l'année dernière, en fait, avec tout le mouvement, alors même avant, on va dire, avec Black Lives Matter, mais encore plus l'année dernière avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd et les mobilisations qu'il y a eu, en fait, à l'échelle planétaire, il y a eu aussi une prise de conscience sur les questions, sur une sorte de lien entre transition bas carbone et justice raciale. D'ailleurs, en fait, justice sociale, justice raciale, on voit qu'en fait tout est plutôt lié, notamment si on prend l'exemple des États-Unis. Les populations de couleur sont en général aussi les populations qui sont le plus aux avant-postes en quelque sorte de la crise climatique. Donc, il y a une prise de conscience et du coup, on voit que même des nouveaux acteurs de la philanthropie climatique et des très gros acteurs comme le Bezos Earth Fund, donc qui a été créé il y a peu de temps, avec où Jeff Bezos s'est engagé à consacrer 10 milliards de dollars, on va dire, à la question climatique. Bien, quand on regarde les premiers financements qu'il a fait, ça incluait des financements à différents groupes, on va dire, qu'on pourrait situer dans l'espace de la justice climatique, en gros. Mais encore une fois, donc, il y a une prise d'intérêt, mais ça reste relativement marginal. Et je pense que ça, c'est vraiment un des enjeux, à mon avis, qui va être central, en fait, dans les mois et les années à venir, c'est de voir en quelle mesure les fondations plus progressistes qui considèrent ces questions de justice climatique comme étant centrales vont réussir, en fait, aussi à pousser ces grosses fondations, donc les principaux acteurs qui disposent, on va dire, de la force de frappe financière, à non pas mettre la question de la justice climatique comme une sorte à la marge, comme une sorte de chose un peu sur le côté, mais au cœur de leur stratégie, de leur stratégie de financement. Pour moi, c'est vraiment un enjeu central au sein de la communauté philanthropique. C'est de voir vraiment si un rapport de force peut être établi dans lequel les fondations plus progressistes qui mettent la question de la justice climatique au cœur de leurs actions réussissent à faire basculer les grosses fondations vers une stratégie qui centre aussi cette question de la justice climatique dans leur stratégie. On verra ce qui se passe, mais voilà, en tout cas, pour moi, ça va vraiment être un enjeu central. Et est-ce que la COP26 peut être l'occasion de créer ce rapport de force ou ça prend quelque chose d'autre, ça prend quelque chose à l'extérieur? Oui, alors effectivement, je pense que ça peut être un moment. Après, en fait, je pense que l'une des grosses difficultés des fondations, on va dire, plus progressistes, c'est, et je pense qu'il y a vraiment des leçons à tirer, en fait, de ce que font les grosses fondations, c'est-à-dire que elles ont toujours une sorte de réticence à s'organiser, en fait. Elles ont aussi tendance à dire faisons confiance au mouvement, mais en même temps, en faisant cela, c'est aussi une manière de se défausser de sa propre responsabilité, en quelque sorte, en disant bon, laissons les mouvements faire, on fait confiance au mouvement, mais du coup, ça veut dire qu'on ne se remet pas non plus en question et on ne cherche pas non plus à se donner les moyens, en quelque sorte, de créer ce rapport de force au sein de la communauté philanthropique. Et ça veut dire aussi, donc pour moi, il faut qu'il y ait une sorte de prise de conscience de la part de ces fondations plus progressistes. Il faut aussi qu'elles soient en capacité de ne plus penser uniquement à très court terme. Donc la question de l'urgence climatique, elle est là, mais aussi, il faut aussi être en capacité de prendre du recul, je pense, pour aussi justement réfléchir et se donner les moyens de réfléchir sur une stratégie, en fait. Donc, comment on avance, donc, ce n'est pas seulement l'objectif de la justice climatique, mais comment on atteint cet objectif. Et là encore, je pense qu'il y a énormément de leçons à tirer de ce qu'ont fait ces fondations dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que très tôt, elles ont pris conscience du fait qu'elles n'arriveraient à peser sur le débat qu'en s'organisant collectivement. Et parce qu'elles savaient aussi qu'elles n'avaient pas les moyens à elles seules de résoudre l'enjeu climatique. Que finalement, la philanthropie, même leurs fondations, qui sont des grosses fondations, eh bien, leur argent ne serait pas suffisant pour résoudre l'enjeu climatique. Donc, ça voulait dire qu'il fallait être beaucoup plus intelligent dans l'utilisation de ces fonds pour essayer d'influencer le débat. Et encore une fois, je pense qu'il y a énormément de leçons à tirer de cette stratégie.
par les fondations plus progressistes. Et j'espère qu'elles le feront parce qu'encore une fois, je pense que ça créerait un sorte de rapport de force salutaire, ou en tout cas un débat salutaire au sein de la communauté philanthropique qui permettrait de vraiment mettre sur la table cette question de la justice climatique qui pour moi, est vraiment fondamentale. Excellent. Donc, au moins, ça nous permet aussi de voir un lien avec la recherche parce que développer cette réflexion, développer un retour critique sur les apprentissages, ben, ça demande aussi d'avoir une expertise, d'avoir des médiateurs et des intellectuels, des chercheurs peuvent être, si on veut, ces intermédiaires pour favoriser cette prise de conscience ou ces apprentissages. Absolument. Je pense que c'est vraiment ça serait un bon investissement en tout cas, parce qu'encore une fois, ce qu'il faut être très clair, c'est que les grosses fondations, elles le font déjà. Je veux dire, elles se dotent elles payent, alors elles payent des chercheurs, elles payent des boîtes de conseil, beaucoup d'argent pour faire ce travail de réflexion. Mais les fondations, on va dire, plus progressistes, encore une fois, elles n'ont pas tendance à le faire parce qu'elles considèrent qu'il faudrait mieux mettre l'argent directement sur les front lines parce qu'il y a urgence, etc., etc. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas nécessairement un mauvais investissement. Et je ne fais pas de la pub pour moi-même ou pour le Philab, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment, ce sont des outils qui ont quand même une valeur, quoi, et qui peuvent jouer un rôle vraiment central et qui apportent beaucoup en fait à cette question de l'organisation du champ de la philanthropie, qui pour moi est vraiment centrale. Excellent. Ben, écoute, Édouard, merci beaucoup pour cette contribution, cette réflexion, aussi engagement. On te sent extrêmement motivé par rapport à toutes ces questions. Merci aussi à Catherine et à Morgane et Catherine McDonald aussi pour avoir participé à la production de ces 2 capsules. Alors voilà, ceci met fin à la 2e capsule.